Bienvenue dans Azur Politique, votre rendez-vous politique sur BFM Nice Côte d'Azur. Comme chaque jeudi soir, nous recevons celles et ceux qui font la vie politique de la Côte d'Azur et des Alpes-Maritimes. Émission en partenariat comme chaque semaine avec Nice Matin. J'ai le plaisir ce soir d'être accompagné par Christian Huot. Bonsoir Christian. Bonsoir Toby. Et notre invité est Sébastien Olaran. Bonsoir. Bonsoir. Maire de Breil-sur-Roya, conseiller départemental des Alpes-Maritimes, élu dans le canton de Conques qui regroupe la Roya, la Bévéra et les Paillons. Voilà, pour être tout à fait complète. La question d'Azur Politique ce soir. La visite d'Emmanuel Macron dans la Roya a-t-elle servi à quelque chose après une première visite en octobre dernier, lors de laquelle il avait promis qu'il reviendrait? Le chef de l'État était à Tende lundi, l'occasion de faire le point sur les chantiers de reconstruction dans la vallée frappée il y a 15 mois par la tempête Alex. Alors l'aide de l'État est-elle suffisante? Des solutions ont-elles été trouvées pour les habitants qui n'ont toujours pas été indemnisés? Les élus locaux dont vous faites partie, Sébastien Olaran, ont-ils eu le sentiment de recevoir un président en campagne? On va répondre ensemble à toutes ces questions. Azur Politique, c'est parti. Emmanuel Macron était donc venu une première fois dans la Roya le 7 octobre dernier. Il avait promis qu'il reviendrait, c'est chose faite. D'abord, qu'est-ce que, de façon un peu générale, vous retenez de cette visite présidentielle? Je retiens un engagement qui a été tenu. Le président de la République avait dit qu'il reviendrait un an après la catastrophe. Au bout de 15 mois, il est revenu nous rendre visite. C'était important. C'était important que les habitants sachent que le président de la République était toujours attentif à la situation dans les vallées sinistrées. C'était important aussi à titre symbolique parce que ça montre que l'État n'était pas seulement présent dans la gestion de la crise, mais qu'il est présent dans la reconstruction et qu'il le sera dans la durée. Donc à titre c'était d'abord symbolique, une visite symbolique. C'était important d'abord à titre symbolique. Après, c'était évidemment l'occasion pour nous de passer au président de la République un certain nombre de messages. Sébastien Olaran, en juin dernier, l'État avait annoncé une enveloppe de 572 millions d'euros pour la reconstruction des vallées, vraiment une belle enveloppe, plus d'1,5 milliard. Est-ce que c'est une enveloppe globale qui comprend les aides de l'État, des collectivités, les aides européennes? Expliquez-nous un peu le fonctionnement de cette aide globale. Comment elle est utilisée, comment elle vous arrive et comment elle est redistribuée? Alors, dans ces 572 millions d'euros, il y a beaucoup de choses, y compris des dispositifs qui sont des dispositifs tout à fait communs. Je pense en particulier au fonds de compensation de la TVA. Chaque fois qu'une collectivité fait un investissement, elle récupère la TVA 2 ans après. L'État a estimé que ça allait coûter plus de 100 millions d'euros en fonds de compensation de la TVA. Mais c'est quelque chose qui n'est pas un dispositif nouveau. Ensuite, il y a le fonds Barnier. Le fonds Barnier, c'est ce qui va permettre de racheter et de démolir des biens, soit qui ont été trop fortement endommagés, soit qui sont trop exposés au risque pour que les personnes puissent continuer d'y habiter. Donc, c'est pas de l'argent qui sert à proprement parler à la reconstruction, ça sert plutôt, on va dire, à mettre les gens à l'abri du risque. Mais c'est aussi important. Et puis, il y a 143 millions d'euros au titre de la dotation de solidarité. Et ça aide les communes, ça aide les collectivités territoriales à reconstruire tous leurs biens qui sont des biens non assurés. Donc les routes, les ponts, les pistes, les parcs, les jardins, le mobilier urbain. Et c'est une dotation qui se répartit entre les différentes collectivités. La commune de Breil-sur-Roya est plutôt bien lotie, puisqu'on a des dégâts estimés à un peu plus de 20 millions d'euros et on va percevoir 9,4 millions de dotation de solidarité. C'est en fonction des dégâts ou en fonction de la démographie des communes? Alors, c'est en fonction des dégâts. Le montant des dégâts est rapporté au budget de la collectivité et il y a aussi la situation financière de la collectivité qui est prise en compte. Donc la commune de Breil a 90% de financement sur les dégâts sur ses biens non assurés, d'autres communes ont 80%, d'autres communes ont moins, le département des Alpes-Maritimes a 30%. Chaque collectivité a son taux en fonction du montant des dégâts rapportés à son budget. Alors on sait qu'il y a des habitants qui n'ont pu être indemnisés ni par leurs assurances personnelles, ni par l'État. D'ailleurs, certaines associations demandent une enveloppe de 4 millions d'euros. C'est le secours populaire qu'ils demandent. Est-ce qu'une solution a été trouvée pour ces sinistrés sans indemnisation? Il y a toujours des angles morts. Et quand vous me faites part de ces situations-là, je pense au cas de 2 personnes sur la commune de Breil, de 2 familles qui ont perdu le pont privé qui leur permettait d'accéder à leur propriété. C'est pas un bien assuré, un pont. Et évidemment, les pouvoirs publics ne peuvent pas intervenir pour financer un équipement privé. Et donc, c'est des situations extrêmement difficiles. Et c'est là que la solidarité, que les associations jouent leur rôle. Moi, sur le cas de ces 2 ponts, par exemple, j'ai sollicité le Secours catholique, le Secours populaire, la
Croix-Rouge mais à française, terme, la Croix-Rouge les monégasque. associations ne vont pas pouvoir tout faire. Est-ce que le chef de l'État a entendu cette demande des associations? Je pense que c'est important qu'il l'ait entendu. J'étais pas là au moment où les associations ont échangé avec le président de la République, mais on voit bien qu'il y a forcément des trous dans la raquette et que, évidemment, si l'État arrive en soutenant par exemple les associations ou en mettant en place des dispositifs spécifiques à aider les personnes qui se trouvent dans ces situations-là, ce sera évidemment bienvenu. Alors vous souhaitez la création de zones franches, je crois, pour les vallées. En clair, que les entreprises des vallées paient moins d'impôts. Voilà, pour faire simple, j'aimerais qu'on réécoute ensemble ce qu'a été la réponse d'Emmanuel Macron sur le sujet lors d'un échange à Tende lundi. Comme je le disais, je ne suis pas sûr que la zone franche, pour vous dire les choses fiscales, soit une bonne réponse. Pourquoi? Parce que payer moins d'impôts, il faut d'abord avoir du revenu pour payer moins d'impôts. Alors on peut supprimer les impôts de gens qui n'ont plus de revenus, mais je ne suis pas sûr que ça les aide vraiment. Ce qu'il y a, c'est un peu un dispositif, alors qui est tout à fait lié au contexte, c'est une perte de revenus due à l'enclavement aux conséquences. Donc il faut sans doute plus qu'on ait une approche un peu du type, je vais dire, fonds de solidarité, comme on l'a connu pendant la crise Covid, où à un moment on a des gens qui doivent continuer à payer leurs charges fixes, mais non plus les revenus qu'ils avaient parce qu'ils sont enclavés, parce qu'on n'a pas rouvert avec l'Italie, etc. Bon, pour vous, c'est clair, il n'y aura pas de zone franche quand vous entendez le chef de l'État? Disons qu'on n'était pas très optimiste en la matière, puisque Bruno Le Maire nous avait déjà dit non, Jacqueline Gouraud nous avait dit non. J'ai voulu profiter de cette visite du président de la République pour remettre le sujet sur la table, en espérant avoir cette fois une réponse favorable. Bon, a priori, la zone franche n'est pas la solution qui est privilégiée par le président de la République. Mais ce qui est important, c'est de saisir la problématique à laquelle on cherche à répondre avec cette demande de zone franche. Il s'agit de la situation de toutes les entreprises qui n'ont pas été directement sinistrées, qui n'ont pas eu leur local inondé, qui n'ont pas eu leurs engins de chantier qui ont été emportés, mais qui ont simplement perdu de leur activité. Et que je dis simplement, mais quelquefois, c'est dans des proportions très importantes. C'est le cas, par exemple, des hôteliers de Castelrino qui sont coupés du monde et qui, évidemment, n'ont quasiment plus de visiteurs depuis la tempête. C'est le cas de toutes les entreprises qui vivent du tourisme et qui ont vu la fréquentation touristique s'effondrer. C'est le cas de toutes les entreprises dans la vallée de la Roya qui ont leurs clients ou leurs fournisseurs en Italie, dans le Piémont, et qui ne peuvent plus les rejoindre parce que le tunnel de Tende n'est toujours pas remis en état. Et pour toutes ces entreprises qui ont perdu leur activité, à ce jour, il n'y a pas de dispositif existant. Il n'y a rien qui permet de les aider à tenir, à garder la tête hors de l'eau pendant les 2, 3, 4 ans qui nous séparent d'un véritable retour à la normale. Et donc, il faut faire en sorte de pouvoir les aider. La zone franche nous semblait être le dispositif le plus simple. Ça nous évitait d'avoir à monter de grosses usines à gaz. Mais si c'est un autre dispositif qui est choisi, l'important, c'est le résultat. Alors, Sébastien Laurent, il y a des choses qui vont très vite et très bien dans la vallée, puis il y a des choses qui vont un peu moins vite. Par exemple, l'accessibilité, les transports, les routes. Est-ce qu'il aurait fallu, est-ce que vous auriez pu, est-ce qu'on aurait dû faire plus d'efforts et aller plus vite pour remettre un petit peu en place tout ça? Alors, je ne trouve pas du tout. Je trouve que, au contraire, les travaux sur les infrastructures avancent à une vitesse impensable. Il y a 15 mois en arrière, au lendemain de la tempête, on n'aurait jamais imaginé avoir retrouvé la quasi-totalité de nos voies de communication. Dans la vallée de la Roya, le département des Alpes-Maritimes dépense 283 millions pour reconstruire les routes. On fait 5 millions d'euros de travaux par mois sur un territoire aussi petit, avec des difficultés d'accès aussi importantes. C'est quelque chose qui s'est jamais vu nulle part ailleurs. On a désormais la route dans la vallée de la Roya qui est quasiment totalement réhabilitée. Le gros point noir restant, c'est l'accès à Castelrino et le tunnel de Tende. Voilà, parce que les administrés, par contre, n'ont pas toujours ce sentiment-là, quand même. J'entends que les choses vont vite et qu'effectivement, beaucoup d'argent ont été mis, mais on entend souvent de vos administrés et des citoyens de la Roya, quand même, les routes, c'est pas top, c'est pas top. Vous leur répondez ça clairement, on ne pouvait pas aller plus vite et tout ce qu'on a fait, on l'a pu. On ne pouvait pas aller plus vite et tout ce qu'on a fait, on a pu. En faisant en sorte, en même temps qu'on avançait sur les chantiers, de maintenir la circulation. Parce que vous savez, on aurait pu couper toutes les routes de la Roya à la circulation et on aurait avancé beaucoup plus vite dans les chantiers. Le choix qui a été fait, c'est de combiner les travaux avec la nécessité pour les habitants de vivre, de se déplacer. Et je pense effectivement qu'on n'aurait pas pu aller plus vite. Mais évidemment, c'est toujours trop long quand on est enclavé, quand on est entravé dans ses déplacements. Mais sincèrement, compte tenu de l'ampleur des dégâts, on parle de 120 brèches sur la route entre la frontière italienne et le col de Tende. On pouvait difficilement aller plus vite. Justement, sur un point de calendrier, le préfet qui est en charge de la reconstruction, Xavier Pelletier, annonce une date, c'était ce matin chez nos confrères de France Bleu, fin de la reconstruction, il dit fin 2022, début 2023, c'est aussi le calendrier que vous espérez?
En fin 2022, début 2023, on aura, je pense, reconstruit la plupart des infrastructures qui ont été détruites par la tempête. Je pense qu'il en restera quelques-unes. Et puis surtout, il restera le tunnel de Tende, qui, pour la vallée de la Roya, est vital, puisqu'on a une économie qui, depuis très longtemps, est imbriquée avec celle de nos voisins italiens. Et donc, tant que le tunnel de Tende n'aura pas été remis en état, on ne pourra pas véritablement dire qu'on est passé à autre chose et qu'on est revenu à une situation normale. C'est un élément qui est extrêmement important. On nous annonce au mieux octobre 2023. J'espère que ces délais seront tenus. 2023. On a senti une ambiance plutôt favorable au président de la République lorsqu'il est passé dans la Roya. Il ne s'est pas arrêté à Breil-sur-Roya, je crois, donc dans votre commune. Et pour autant, on a entendu dire qu'il y avait un comité d'accueil qui se voulait un peu virulent et qu'on aurait un peu écarté. Vous confirmez cette information? J'ai pas du tout entendu parler d'un comité d'accueil virulent pour le président de la République. Qui n'est pas apparu, justement, mais qui avait préparé quelques actions. J'ai pas du tout eu ce type d'information. Je suis sans doute moins bien renseigné que les services de l'Élysée. Ce que je sais, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup d'attentes de la part des habitants vis-à-vis de l'État, et sans doute beaucoup d'habitants qui auraient eu des choses à dire au président de la République, des choses tout à fait positives, et puis quelques demandes. Vous regrettez qu'il ne soit pas arrêté chez vous? Oui, évidemment, mais d'une manière générale, j'aurais aimé que dans cette visite, il y ait un peu plus de temps, parce que finalement ça a été assez rapide, et un peu plus de temps surtout passé sur le terrain, pour que nous puissions, en tant qu'élus locaux, lui montrer tout ce qui a été fait en un an, tout ce qui est en train d'être fait, et puis bien sûr tout ce qui reste à faire, pour aussi qu'ils puissent davantage être au contact des habitants, et qu'ils puissent entendre leurs ressentis, leurs demandes. Ça m'aurait paru utile, effectivement, que cette visite soit un petit peu plus longue, et qu'on passe pas simplement en fin de journée après des séquences niçoises. Cette observation sur notre antenne en direct avant qu'effectivement le chef de l'État aille à la rencontre, tout de même, signalons-le, des habitants de Tende. Lundi, Christian Estrosi était aussi l'invité de la matinale de Laurie Canac sur BFM Nice Côte d'Azur. Il a laissé entendre que la reconstruction était allée plus vite dans les vallées voisines de la Roya, celles qui dépendent en fait de la métropole. Écoutez. Je suis heureux que le président se rende dans la Roya. Il aurait pu se rendre dans la vallée de la Tinée, dans la vallée de la Vésubie, qui ont été tout autant sinistrées. Mais il se trouve qu'elles sont sous compétence de la métropole que je préside, que nous avons déjà rétabli tous les réseaux, qu'il n'y a plus de difficultés, que nous n'avons pas perdu un emploi, que toutes les entreprises ont pu maintenir leur activité. Et malheureusement, ça n'est pas la situation de la Roya. Et ça n'est pas de la faute de l'État. Nous voyons bien que les collectivités qui ont compétence là-bas n'ont pas avancé au même rythme. Ça n'est pas forcément de leur faute, mais il y a une organisation administrative qui n'est pas la même que sur celle de la métropole. Quand vous entendez ça, vous dites quoi? C'est un mauvais procès? Je suis totalement en désaccord avec ce qui a été dit. C'est faux de dire que la reconstruction est plus lente dans la Roya. Et je ne supporte plus qu'on oppose les vallées entre elles. Parce que c'est pas seulement un sujet politique, la reconstruction des vallées. C'est aussi un sujet humain. Dans cette catastrophe, il y a eu des morts. Et dans la Vésubie, comme dans la Roya, il y a des familles qui ont tout perdu. Et sincèrement, entendre ce type de discours, c'est quelque chose qui fait mal et qui pousse plus au désespoir qu'à l'espoir. Moi, j'essaie de faire en sorte que les gens croient en l'avenir des vallées et à ce qu'ils mesurent tout le travail qui est accompli et qu'ils sachent qu'il y a des perspectives d'avenir. Vous savez, la vraie différence entre la Vésubie et la vallée de la Roya, elle est tout simplement géographique, elle est géologique. C'est qu'on a des vallées qui sont différentes. La vallée de la Vésubie, elle est beaucoup plus ouverte sur sa partie haute. La vallée de la Roya, elle est beaucoup plus encaissée. On voit bien que dans les gorges de Paganin, par exemple, quand la route a été emportée, on ne peut pas faire ce qui a été fait à la sortie de Roquebillière, c'est-à-dire contourner par en haut. On ne peut pas faire ce qui a été fait dans les gorges de la Vésubie, une piste enremblée dans le lit de la rivière sur 800 mètres de long. On est obligé d'interrompre la circulation, de faire les travaux, et on a des situations d'enclavement dans la Roya qui ont duré plus longtemps. Mais c'est de la faute de personne et c'est certainement pas lié à l'organisation administrative ou aux collectivités compétentes. Ce que fait le département dans la vallée de la Roya n'a rien à envier à ce que fait la métropole dans la vallée de la Vésubie. Dans la vallée de la Vésubie, il y a encore beaucoup de choses, beaucoup d'infrastructures qui sont des infrastructures provinciales
provisoire. Dans la vallée de la Roya, on a inauguré la semaine dernière le pont de Pertus, premier pont reconstruit de manière définitive sur l'ensemble des vallées. Mais d'une manière générale, je pense vraiment qu'il faut arrêter d'opposer les vallées, arrêter de dire que dans la vallée de la Roya, la reconstruction est lente, sauf si l'objectif c'est de faire en sorte que les habitants quittent nos vallées, et ce n'est certainement pas le but que moi je recherche. Alors justement, le but ce n'est pas que les habitants quittent les vallées. Comment rester attractif dans ces vallées? Comment faire revenir les touristes? Comment conserver ces habitants, en attirer de nouveaux, en particulier les familles? À Saint-Dalmas-de-Tente, par exemple, l'école a vu partir de nombreux élèves. Un sujet d'inquiétude pour cette directrice d'école. C'est un peu la catastrophe. C'est-à-dire que moi, depuis la rentrée, j'ai déjà fait 5 radiations sur une petite école, c'est énorme. C'est quelque chose qui est en train de s'installer. En fait, les gens n'ont pas de travail ici. Alors, il y a eu la tempête Alex. Ça, on peut rien faire là-dessus. Mais si vous voulez, avant la tempête, il y avait déjà des problèmes. Et ces problèmes, ils continuent. Voilà, j'ai envie de dire presque tout est dit quand on écoute cette directrice d'école. On voit bien qu'en fait, c'est pas seulement des équipements, c'est pas seulement des infrastructures qu'on doit reconstruire. C'est en fait un modèle de développement. Et ça fait longtemps que la vallée de la Roya est une vallée qui est en retard sur d'autres vallées des Alpes-Maritimes, tout simplement parce qu'on n'a jamais eu un vrai projet de territoire. On n'a jamais eu une vraie stratégie cohérente à l'échelle des 5 communes de la vallée de la Roya. Et donc aujourd'hui, il faut faire en sorte que ce soit dans le cadre de la consultation citoyenne qui a été décidée par l'État, que ce soit dans le cadre d'une étude qui a été lancée par le département des Alpes-Maritimes avant la tempête et relancée après, il faut faire en sorte maintenant de voir quels sont nos atouts. Et on a des atouts qui sont immenses, comment on peut les exploiter et comment on peut faire que la vallée de la Roya soit plus justement une vallée en retard sur d'autres, mais soit une vallée en avance sur son temps. Et il y a 100 défis à relever en matière d'offres touristiques, évidemment, avec la station de Casterino, qui est un joyau, qui doit vraiment être valorisé, en termes de développement des mobilités douces et du cyclable en particulier, en matière d'activité de pleine nature, on a beaucoup à faire, en matière d'agriculture, entre l'olivier, la châtaigne, le pastoralisme, l'apiculture, on peut faire énormément de choses. Je pense qu'on a toutes les cartes en main pour réussir, pour peu qu'on sache, entre maires des 5 communes, avec les citoyens, se mettre autour d'une table et y travailler véritablement. Je suis certain qu'après ce qui s'est passé, toutes les collectivités et l'État seront là pour nous soutenir. Est-ce qu'il faut justement tirer profit de ce qui s'est passé malheureusement pour repartir d'un nouveau pied, alors s'appuyer sur les forces de la vallée qui existaient et qui perdurent, mais aussi imaginer quelque chose de différent? Là-dessus, est-ce que vous avez des pistes? Vous nous avez cité les points forts de la vallée, mais est-ce que dans vos pistes de réflexion, il y a des choses nouvelles et vous vous dites finalement, cette catastrophe, c'était dramatique, mais c'est un mal pour un bien, on repart d'un nouveau pied avec de nouvelles préconisations? D'un drame, on doit faire une opportunité. C'est notre rôle à tous aujourd'hui que de voir les faiblesses qui ont été mises en valeur par cette catastrophe et les forces que nous avons et que jusqu'à présent nous avons insuffisamment exploitées. Donc bien sûr des pistes on en a. Par exemple, dans la vallée de la Roya, on a énormément d'usines hydroélectriques et on a donc de l'électricité et de l'eau. On pourrait faire en sorte d'être pionnier en matière d'énergie renouvelable avec l'hydrogène, par exemple. Vous voyez, moi, j'adorerais que demain, la ligne Nice-Breil-Cuneo puisse être une ligne sur laquelle circulent des trains à hydrogène. Je pense que pour le hameau de Casterino, on pourrait imaginer de le désenclaver avec quelque chose qui n'est pas particulièrement innovant, qui existe partout, mais qu'on n'avait jamais sérieusement envisagé dans la vallée de la Roya, un téléphérique, qui serait à la fois une attraction parce qu'on aurait une vue extraordinaire, qui permettrait peut-être de faire demain de Casterino une station sans voiture. Vous pourriez être une sorte de laboratoire du développement durable dans la vallée, par Mais exemple? mon souhait, c'est que notre vallée soit un laboratoire, à la fois du développement durable, à la fois des nouvelles technologies. Il y a quelques années, je travaillais pour Charles Ginésy au conseil départemental sur 2 politiques, le Smart Deal pour la transition numérique et le Green Deal pour la transition écologique. La vallée de la Roya doit aller de plein pied dans ces évolutions-là et savoir les anticiper. Oui, j'aimerais bien que la vallée de la Roya, demain, soit des vallées qui soient véritablement en avance sur leur temps et expérimentent des choses qui n'ont été faites nulle part ailleurs. Sébastien Olaran, combien y a-t-il d'habitants aujourd'hui à Breil-sur-Roya? Est-ce que c'est en augmentation ou en baisse? Alors, c'est très difficile parce qu'on n'a pas d'indicateur précis. Le dernier recensement était en 2015 et le prochain a été reporté en 2023. Donc forcément, on a un peu du mal à estimer. La seule donnée qu'on a, en fait, c'est les effectifs dans les écoles. Et ce qu'on a constaté à Breil, c'est qu'entre la rentrée 2020 et la rentrée 2021, on a perdu un petit peu moins de 10% des effectifs, ce qui finalement est une baisse qui est moins forte qu'attendue. Et en plus, on sait que pour un certain nombre de familles, elles ont
tout de même l'intention de revenir, même si elles ne sont pas encore revenues. Donc je pense qu'on a réussi à contenir la fuite d'habitants et que si on arrive à relever le défi de cette reconstruction, si on arrive à faire que nos vallées soient plus attractives qu'elles ne l'étaient avant, on arrivera largement à retrouver les habitants qu'on a perdus. En tout cas, de ce point de vue-là, je suis vraiment optimiste pour l'avenir. Alors, Christian évoquait un peu les questions de développement durable. J'ai envie, à travers ce prisme-là, d'évoquer la question du tunnel de Tende. Parce qu'aujourd'hui, sa fermeture est un problème pour l'accessibilité dans les vallées. Mais est-ce que c'est pas aussi, quelque part, un mal pour un bien? Peut-être certains habitants qui, auparavant, se plaignaient de la pollution engendrée par le tunnel, les nuisances sonores aussi? C'est des débats qui datent de nombreuses années. Et d'ailleurs, au moment où a été lancé ce projet de sécurisation et de doublement du tunnel de Tende, il y a eu beaucoup de manifestations, notamment contre le risque de voir un afflux de poids lourds internationaux qui transiteraient par la vallée de la Roya parce que c'est plus court ou parce que ça coûte moins cher. Et on sait bien que la vallée de la Roya n'a pas vocation à accueillir plus de pollution, beaucoup plus de poids lourds sur des routes qui sont des routes encore fragiles, même si on les reconstruit en plus solides encore qu'avant la tempête. Et il faut qu'on fasse en sorte d'éviter. Et ça avait été fait. Les 5 maires de la vallée de la Roya et le conseil départemental avaient pris, un petit peu avant la tempête, un arrêté pour interdire les poids lourds de plus de 19 tonnes dans la vallée de la Roya, sauf dessertes locales. Si demain le tunnel de Tende est remis en état, et il doit être remis en état, parce que c'est toute notre économie qui en dépend, c'est aussi ce lien historique que nous avons avec les Italiens. Il faut réglementer qui peut y passer. Évidemment, il faut réglementer le trafic et faire en sorte que ça ne devienne pas l'axe routier préféré de tout le trafic international. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Ça avait été fait auparavant. Ça sera d'ailleurs, les arrêtés sont toujours en vigueur et la même réglementation sera mise en place quand le tunnel sera rouvert à la circulation. Vous souhaitez le retour des touristes, et on le comprend. Beaucoup de touristes sur la Côte d'Azur sont d'origine britannique et le ministre du Tourisme a annoncé une bonne nouvelle ce matin. Plus de besoin d'un motif impérieux pour les Britanniques pour venir sur la Côte d'Azur et en France en général. Plus de PCR de moins de 48 heures, ou juste, je crois, un PCR de moins de 48 heures. Est-ce que ça peut changer la donne? Est-ce que vous aviez beaucoup de touristes britanniques dans votre vallée? On avait un certain nombre de touristes britanniques, oui. On avait aussi beaucoup d'Allemands, de Suisses, d'Italiens, bien sûr. Évidemment, hein, tout ce qui peut permettre d'ouvrir un petit peu les vannes du tourisme est une bonne chose. Vous avez déjà engagé un peu la promotion touristique de la vallée et de Breil en particulier auprès de la clientèle étrangère? Oui, pour la saison à venir? Oui, bien sûr. L'Office de tourisme Menton, Riviera et Merveilles fait un gros travail de communication en utilisant tous les supports, papier, numérique, les affichages. Il y avait une grosse campagne qui avait été lancée dans le métro parisien, où on sait qu'il y a une grosse fréquentation de Français et d'étrangers, pour essayer de mettre en valeur ce territoire et de faire en sorte que les gens y viennent. Et il faudra continuer. Mettre en valeur les atouts que nous avons conservés malgré la catastrophe et tous les atouts que nous allons faire émerger demain. Sébastien Laurent, on va passer tout de suite aux questions cash, comme chaque semaine. Éric Ciotti a-t-il eu raison de boycotter la visite présidentielle lundi? Il a boycotté la visite présidentielle en raison de ce déplacement à Nice qui posait entre guillemets la première pierre d'un hôtel de police sur lequel le permis de construire n'aurait pas encore été déposé. Et il a estimé que le déplacement du président de la République était un déplacement politique qu'il ne voulait pas cautionner. Un déplacement de campagne. Un déplacement de campagne. Je pense que, en effet, ce déplacement était largement politique et que le député Éric Ciotti a eu tout à fait raison. En tout cas, c'était tout à fait son droit que de refuser de participer à ce qui était avant tout une opération de communication, même si derrière il y a des projets qui sont au demeurant très intéressants pour Nice et pour le département. Sébastien Laurent, vous êtes un jeune élu. Est-ce que vous avez des ambitions nationales? On voit se profiler bientôt les élections législatives. On sait qu'il va y avoir, vu le personnel politique de notre région, une grosse bataille entre les candidats estampillés LREM ou ceux estampillés LR. Est-ce que ça vous tente d'y aller? Alors, je n'ai pas d'ambition politique nationale.
Mon ambition, c'est véritablement de servir mon territoire et de servir en particulier ce territoire de la vallée de la Roya pour lequel il y a tout à faire. Alors, j'ai des sollicitations Oui, pour si on les vous le élections. propose, vous répondrez quoi? J'ai des sollicitations pour les élections législatives sur cette magnifique 4e circonscription de l'Est des Alpes-Maritimes. Et Au passage, on précise qu'elle appartient pour l'instant à La République En Marche et on imagine que votre ami Éric Ciotti et les LR aimeraient beaucoup la reprendre. évidemment, l'objectif est de pouvoir reprendre cette 4e circonscription des Alpes-Maritimes qui avait été perdue en 2017. Vous êtes sollicité, mais vous n'avez pas dit non. Je suis sollicité, je n'ai pas dit non. C'est quand même un grand honneur qu'on fait à un jeune élu de moins de 30 ans que de lui proposer d'être candidat pour siéger à l'Assemblée nationale. Donc je vais étudier cette proposition qui m'a été faite en sachant que ma seule boussole, c'est la reconstruction de la vallée de la Roya. Et donc il faut vraiment que je puisse voir là où je serai le plus utile pour permettre cette reconstruction de la vallée de la Roya, si c'est dans mes mandats locaux actuels ou si c'est à l'Assemblée nationale. Donc je me donne un petit peu de temps de réflexion en sachant qu'à titre personnel, je n'ai pas d'ambition politique nationale et je n'ai jamais exprimé le souhait de me présenter à ces élections législatives. Alors, à défaut d'une ambition nationale, une ambition peut-être au niveau de la communauté, vous appartenez avec Breil-sur-Roya à la communauté d'agglomération de la Riviera française, traditionnellement présidée depuis qu'elle a été créée par le maire de Menton. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour le maire de Breil-sur-Roya président de la CARF? En soi, tout est possible et j'aurais bien aimé que la communauté d'agglomération de la Riviera française puisse être présidée par le maire d'une commune rurale. Bon, il semblerait que la plupart de mes collègues maires de la CARF préfèrent que le maire de Menton soit président de la CARF. Je respecte ce choix. Mon objectif est donc de faire en sorte que, quel que soit le président de la CARF, l'ensemble des communes soient respectées et que les territoires ruraux fassent preuve de toute l'attention et tout l'investissement qu'on peut légitimement attendre. Un petit mot de Menton. Il va y avoir des nouvelles municipales fin janvier. Le dépôt des listes se terminait ce soir. Est-ce que vous soutenez un des candidats ? Alors, vous savez, si le maire de Menton se mêlait des élections municipales à Breil, c'est pas forcément quelque chose qui me plairait. Cela étant dit, ces élections municipales à Menton, elles sont particulières parce qu'il s'agit de remplacer Jean-Claude Guibal, qui est un élu que j'ai toujours admiré et que j'apprécie énormément. Et j'apprécie notamment la manière dont il présidait. Alors, le maire désigné actuel s'appelle Yves Juel. Voilà. Le président Jean-Claude Guibal, à l'époque, avait une manière de diriger la Riviera française qui était particulièrement respectueuse des communes. Il recherchait en permanence le consensus, l'unanimité. Et moi, c'est ça aujourd'hui mon objectif. Faire en sorte qu'on ait demain un président de la CARF qui respecte l'ensemble des communes. Et parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Jean-Claude Guibal, je n'ai pas du tout apprécié la manière dont il a pu être sali, lui, sa famille, les personnes qui ont travaillé avec lui. Et pour cette raison, je me suis présenté, j'ai participé à l'inauguration de la permanence de Sandra Père, pour laquelle j'ai de l'amitié, comme j'ai de l'amitié pour Gabriel Binot, qui est ma collègue au conseil départemental. Et donc, oui, j'ai une sympathie pour Sandra Père, même si je n'ai pas prétention de dire aux Mentonnais pour qui ils doivent voter et qui sera le mieux placé pour diriger leur ville. Merci Sébastien Larand d'avoir été notre invité. Azur Politique, c'est terminé.